très heureuse en tant que vice-présidente en charge de la vie étudiante, de la culture et du sport de ces rencontres Michel Foucault en partenariat avec le TAP, que je remercie évidemment de nous accueillir, et je remercie les équipes qui font la captation de ces rencontres. Et donc nous arrivons à la dernière demi-journée et il est possible que vous n'ayez pas pu assister aux rencontres précédentes, mais vous pouvez les avoir à distance pour rattraper celles qui vous auraient intéressé, auxquelles vous n'auriez pas pu assister. Donc cet après-midi, nous avons le plaisir, et je les remercie chaleureusement d'avoir accepté et de se rendre disponibles. Nous avons le plaisir de recevoir deux sociologues de l'Université de Poitiers, Mathias Landy et Hélène Stevens, qui sont membres du laboratoire de recherche du GRESCO, mais qui viennent aujourd'hui aussi en tant que membres du collectif du Loriot, co-auteur du livre « Avoir 20 ans à Sainte-Soline ». Donc la lecture de ce livre, pour moi, a été absolument passionnante, et pour des enjeux évidemment d'engagement et de jeunesse et engagement, leur présence faisait totalement sens. Je signale que c'est une préoccupation importante pour nos étudiantes et étudiants. Certains avaient... Oui, je vois des hochements. Le langage du corps est souvent extrêmement révélateur. Et donc, hier, par exemple, un groupe d'étudiants et étudiantes avait sollicité de la direction de l'UFR Lettres et Langues d'avoir une salle pour préparer la manifestation de demain, mais je pense que vous en reparlerez. Donc, je vais leur laisser la parole sans plus tarder. Il y a une présentation de certains aspects de leur livre, placés sous le thème qui nous intéresse particulièrement cette semaine, à savoir l'engagement placé sous l'égide de Michel Foucault. Mais vous aurez aussi la possibilité d'avoir un temps d'échange avec mes collègues ensuite, et également la possibilité de poursuivre l'échange de manière plus informelle autour d'une dédicace de leur livre qui est en vente à La Belle Aventure, que je remercie également pour sa présence tout au long de cette semaine. Eh bien, bonne rencontre à nous, mais je n'ai pas trop de doutes. Merci beaucoup Sybille. Nous sommes très contents d'être là, d'avoir été invités. Voilà, au nom du collectif du Loriot qu'on va vous présenter dès quelques instants, je voudrais remercier les organisatrices et organisateurs des rencontres Michel Foucault pour cette invitation sur ce thème effectivement de l'engagement qui nous tient à cœur. Et pour cette présentation, on voudrait, pour commencer, vous présenter le pourquoi du comment de ce livre, un peu la genèse de ce livre, en la replaçant au 25 mars 2023, c'est-à-dire jour de la manifestation contre les méga-bassines, et en particulier contre la méga-bassine de Sainte-Soline, où, comme des dizaines de milliers d'autres personnes, nous deux, mais aussi d'autres collègues et d'autres étudiants et d'autres personnes que nous connaissons à Poitiers et ailleurs, nous sommes rendus à Sainte-Soline pour cette manifestation donc, qui défend l'eau comme commun et qui lutte contre ces méga-bassines qui sont un dispositif d'accaparement de la ressource vitale qu'est l'eau par une minorité d'exploitants agricoles. Et donc, nous nous sommes rendus à Sainte-Soline et à la fois, nous avons éprouvé, comme beaucoup de gens là-bas, une grande ferveur militante devant ces dizaines de milliers de personnes, devant un dispositif de manifestation très joyeux, assez inédit de se retrouver aussi avec un cortège énorme, immense dans les champs et dans les champs de blé naissant, vert, donc avec aussi des contrastes de couleurs qui peut un peu aussi contraster avec les habitudes militantes urbaines de manifester dans les rues, entre les immeubles. Et nous avons donc à la fois éprouvé cette ferveur militante et en même temps
cette ferveur militante a été fracassée par un dispositif militaire inédit dans l'ampleur et dans l'action militaire qui s'est déployée par la suite, c'est-à-dire, pour donner quelques chiffres qui proviennent du rapport de la gendarmerie, 3200 gendarmes et policiers mobilisés, 9 hélicoptères, 4 véhicules blindés, 4 canons à eau, 4 pelotons héliportables, un peloton de 40 gendarmes montés sur 20 quads, un positionnement infranchissable de camions de gendarmerie et de barbelés autour de la méga-bassine, l'utilisation de plus de 5000 grenades, dont des centaines explosives et mutilantes contre les manifestants et manifestantes, en moins de 2 heures. Donc 5000 grenades en moins de 2 heures, qui a fait de nombreux blessés, et des blessés graves, et des blessés qui, pour certains, sont restés longtemps dans un pronostic vital engagé et qui ont des séquelles à vie. Donc voilà, cette ferveur s'est fracassée sur cette violence, cette répression policière. Et dès le lendemain, nous avons éprouvé le besoin de nous retrouver entre collègues, étudiants, pour partager ce qu'on y avait vécu. Et ce qui ressortait beaucoup, c'est que à la violence physique, à la violence de la répression physique, il y avait le sentiment que nous avions vécu une seconde violence à la suite, qui était une violence symbolique liée au traitement politique et médiatique dominant, qui a transformé, qui a nié nos expériences et qui à la fois invisibilisé l'hétérogénéité des manifestants et manifestantes présentes, qui a invisibilisé aussi les raisons pour lesquelles ces dizaines de milliers de personnes s'étaient rendues à Sainte-Soline, voilà, dans les Deux-Sèvres, dans les champs boueux, sous la pluie. Et puis qui avait aussi complètement invisibilisé tout ce qui s'était passé en dehors de ces 2 heures de confrontation et de violence, c'est-à-dire tous les autres moments de ce long week-end de mobilisation. Donc ce livre, il est né de ce point de départ, qui est un point de départ militant, ce sentiment de nécessité et d'urgence à rétablir les faits. Merci Hélène, et je profite pour moi aussi remercier à mon tour l'organisation et vous toutes et vous tous qui êtes présents aujourd'hui. Donc effectivement, ce qu'a dit Hélène, c'est on est parti de ce point de vue militant dont on fait partie, dont on n'a pas caché dès l'introduction, on le présente, on le précise, on objective aussi nos positions. Ce qu'on aime à préciser aussi, c'est que certes, il y a un collectif du Loriot qui est composé de 6 personnes, dont Hélène et moi faisons partie, mais il y a un collectif en fait plus large, de presque une vingtaine de personnes, qui ont réalisé des entretiens, je vais l'expliquer, avec les jeunes, une dizaine de jeunes qui peuplent l'ouvrage qu'on vous présente, et qui a permis surtout de répondre à cette urgence dont parlait Hélène, puisque là où nous, sociologues, on a d'habitude le temps long de la réflexion, de l'enquête, on était aussi pris par cette urgence de documenter des témoignages, ce contre-récit. En moins d'1 an, on a essayé de sortir l'ouvrage, de le présenter pour le premier anniversaire de Sainte-Soline. Et donc, ça a demandé une division du travail, un partage collectif du travail, animé par contre par nos réflexes professionnels et scientifiques, de sociologues et plus largement en fait de sciences sociales, en allant longuement justement nous entretenir avec des manifestants, des manifestantes, en particulier les plus jeunes, on y reviendra, mais aussi des acteurs clés du mouvement anti-bassine, donc notamment des militants de la Confédération paysanne, de Bassine Non Merci, ou encore des soulèvements de la terre et d'autres syndicats qui étaient aussi présents lors de la manifestation.
du 25 mars 2023 et des manifestations précédentes. Là aussi où on a utilisé nos outils sociologiques, hein, c'est en contextualisant les récits qu'on a recueillis de ces jeunes et de l'ensemble de ces personnes, en les contextualisant dans des trajectoires biographiques, ce qui a été vraiment très peu fait, notamment dans les médias dominants, hein, qui ont présenté la masse des personnes présentes comme une masse anonyme, sans aspérité, sans singularité, sans se questionner aussi sur les logiques de pourquoi presque 30 000 personnes se sont effectivement réunies dans des champs de boue un samedi après-midi ou une fin de matinée, puisque ça avait commencé en fin de matinée. Et donc, on a une approche sociologique en termes de socialisation. La socialisation, c'est quoi? C'est un processus, pour le dire assez rapidement, continu, tout au long de nos vies individuelles, hein, d'incorporation, d'intériorisation des structures sociales. On incorpore le social et on l'extériorise aussi dans le même mouvement, hein, ce qui fait qu'on est des êtres intrinsèquement biologiques et sociaux, mais qui vont par contre avoir des singularités historiques, puisqu'on ne naît pas tous au même moment, évidemment historiquement, mais aussi au même endroit socialement, au même endroit géographiquement, et qui donc va expliquer en partie aussi qu'on ne va pas se rendre, pour celles et ceux qui y sont allés, à Sainte-Soline pour les mêmes raisons, entre guillemets. On ne va pas y avoir la même place pendant la manifestation, on ne va pas y voir les mêmes choses, et on ne va pas vivre ce qui s'est passé de la même manière. Et donc c'était un peu l'ambition qu'on avait initiale, et également de recouper l'ensemble des témoignages avec des faits. Notamment le rapport de la LDH a été, de la Ligue des droits de l'homme, pardon, a été vraiment central pour documenter les heures, hein, précisément les moments, puisque nous, moi par exemple qui y étais, j'avais pas de téléphone, j'avais pas de montre, donc la temporalité des 2 heures a été vraiment assez floue, et c'est ce à quoi on s'est rapidement confronté dans les entretiens, c'est la difficulté à dire à quel moment c'était, où c'était, etc. Et donc il y a eu cette nécessité-là d'avoir des faits avérés, et en ça le rapport de l'LDH a été assez précieux. On a aussi, l'ouvrage est composé d'une trentaine de textes, il faut que je le dise, hein, donc de 9 portraits de jeunes qui vont de 17 à 29 ans, et autour il y a des contributions de chercheurs, de syndicalistes, d'écrivains, d'écrivaines plus âgés, et qui regarde à la fois cette nouvelle génération qui était présente à Sainte-Soline, mais aussi qui les regarde de leur point de vue de militants, de militantes ou de chercheurs en sciences sociales. Et le livre est aussi, décoré ou ponctué d'illustrations et de slogans militants. Tu le fais, ouais. Merci. Qui viennent ponctuer et qui viennent rappeler le moment historique et l'ensemble, en fait, ou pas l'ensemble, mais une partie de la mobilisation qui a eu lieu le 25 mars 2023, mais aussi avant et tout au long du mouvement des anti-bassines qui se poursuit encore aujourd'hui. Oui, donc Mathias l'a dit, on a fait le choix de se focaliser particulièrement sur les jeunes présents à Sainte-Soline. Et vous aurez raison de nous dire qu'il n'y avait pas que des jeunes à Sainte-Soline. Pour ceux et celles qui pouvaient éventuellement y être, effectivement, toutes les générations étaient présentes. Mais si on a fait ce choix de se focaliser et de consacrer un ouvrage sur avoir 20 ans à Sainte-Soline, hein, c'est-à-dire sur des jeunes qui, dans notre ouvrage, ont entre 17 et 29 ans, c'est au moins pour deux raisons que nous voudrions ici prendre le temps de présenter, parce que il nous semble qu'elles répondent un petit peu à un intitulé de la séquence de cet après-midi sur les formes d'engagement et sur la question notamment de la jeunesse. Au moins 2 raisons. C'est d'abord parce qu'on entend très souvent que la jeunesse est dépolitisée, et on a voulu interroger cette idée. Et puis parce que au fond, écouter véritablement ce que les jeunes ont à nous dire de leur engagement,
Ça permet de saisir leurs aspirations, mais aussi les modes d'organisation, les répertoires d'action qu'ils élaborent au cours de ces engagements. Et ce faisant, ça permet aussi de saisir au fond les recompositions des formes d'engagement actuellement. Donc voilà un peu les deux points qu'on vous propose de traiter ici, là en une vingtaine de minutes. Et après quoi, on gardera un temps pour des questions et pour échanger avec vous. Effectivement, le premier point qu'on voudrait développer, c'est effectivement questionner, voire même déconstruire, comme on dit souvent, même si c'est un mot un peu galvaudé, cette idée que la jeunesse serait dépolitisée, désengagée. C'est une forme de ce qu'on appelle, nous, en tant que sociologues, alors pas tous les sociologues, mais les sociologues tels que nous sommes à Poitiers en particulier, ce qu'on appelle un sens commun, ou ça vient du sens commun, une pensée dominante qui est relativement véhiculée politiquement, médiatiquement aussi, du moins dans les médias dominants, y compris des fois aussi par certains responsables éducatifs, voilà, de cette jeunesse qui serait dépolitisée, tantôt aussi désabusée, anxieuse, ou au contraire, parfois, trop radicale, qui ne s'exprimerait pas comme il le faudrait. Et quoi qu'il arrive, nous, le constat qu'on fait, c'est effectivement une jeunesse qui est plus parlée qu'elle ne parle elle-même. Et le premier des réflexes qu'on a en tant que sociologue, c'est déjà de définir sociologiquement ce qu'est la jeunesse. Et le premier saut qu'on va faire souvent, c'est qu'on ne va pas dire la jeunesse, mais on va plutôt dire les jeunesses. Pour bien comprendre que, d'une part, elles sont diverses en termes d'appartenance de classe sociale, en termes de genre, hein, il y a des différences entre les jeunesses féminines, les jeunesses masculines, mais aussi parce que historiquement, dans nos sociétés, passées, etc., la jeunesse n'a pas toujours eu le même sens, en fonction notamment des législations sur la scolarité. Aujourd'hui, la scolarité est obligatoire jusqu'à 16 ans, donc elle prolonge la jeunesse de manière parfois bien plus longue que, y compris des sociétés actuelles dans d'autres aires géographiques. La législation aussi sur le mariage, le fait que on interdise le mariage avant la majorité, sauf exception, ça a aussi des effets en termes de conjugalité et de prolongement de la jeunesse, puisque ce qu'on montre souvent en tant que sociologue, notamment Gérard Mauger, mais d'autres, c'est que ces deux éléments, l'entrée dans la vie professionnelle et l'entrée dans la vie conjugale stable, marquent le passage de la jeunesse à l'âge adulte. Et la jeunesse est donc marquée par un relatif temps d'incertitude sociale, d'apesanteur même sociale, mais qui est relative évidemment, puisque les structures sociales jouent toujours. Et je l'ai dit, on ne vit pas sa jeunesse, y compris sa scolarité en particulier, de la même manière en fonction de son origine sociale, si on appartient aux classes supérieures, aux classes moyennes ou aux classes populaires, et si on est une fille ou un garçon évidemment. Donc il faut toujours se méfier de ces catégories un peu trop englobantes dont représente typiquement ce terme de jeunesse, pour pouvoir comprendre que, y compris la jeunesse, ou plutôt les jeunesses qui étaient présentes à Sainte-Soline, c'était diverses, justement. Et c'est ce qu'on a essayé de présenter dans l'ouvrage. Elles étaient diverses, mais elles partageaient une chose, c'est qu'elles partageaient ce qu'on appelle une disponibilité biographique. C'est-à-dire que ce temps d'incertitude sur son avenir professionnel, sur son avenir conjugal, sur aussi l'avenir plus largement, là en l'occurrence politique en termes de climat, amène ces jeunes à questionner, justement, à remettre en cause ce qui peut aller de soi dans nos vies, ce qu'on questionne rarement sur justement son avenir, sa propre position, sur ce qu'on veut faire, ce qu'on ne veut pas faire. Et ça, c'est un trait commun de tous les jeunes qui ont témoigné dans cet ouvrage. Et c'est une disponibilité biographique qui, au fil de nos vies, tend souvent à se restreindre, et qui, même si on compare, par exemple, la génération étudiante actuelle à la génération ou génération étudiante passée, des dispositifs scolaires ont tendance à réduire cette disponibilité biographique. Je pense notamment à Parcoursup, je pense à mon master qui mettent une pression
clairement, hein, scolaire sur les élèves et les étudiants, et qui les amène à de plus en plus favoriser des choix scolaires stratégiques, de rentabilité scolaire, et ensuite, évidemment, de rentabilité économique. Donc cette disponibilité biographique, cette possibilité de remettre en cause et remettre en cause ce qui va de soi, elle se réduit, je pense, on peut le dire, dans nos sociétés, ou du moins il y a des logiques politiques, managériales aussi, économiques qui tendent à remettre en cause ça. Pour autant, les jeunes qu'on a rencontrés essayent de lutter quand même, de s'engager pour reprendre un peu d'espace d'émancipation. Et notamment, ce qui apparaît, c'est que bien souvent, on considère les jeunesses comme étant dépolitisées au simple regard du vote. Voilà. Parce qu'effectivement, l'abstention augmente, mais elle augmente en fait pas uniquement chez les plus jeunes. Et le vote, l'acte électoral est considéré comme l'action politique la plus légitime. Et toutes les autres formes d'expression politique, elles, au contraire, sont délégitimées, y compris même une forme politique qui auparavant était relativement acceptée, la manifestation. Depuis une quinzaine d'années, la manifestation, en particulier la manifestation syndicale, est délégitimée, y compris dans le champ politique. Voilà, souvenez-vous de Nicolas Sarkozy, président de la République en 2007, qui disait « quand quelqu'un fait une grève aujourd'hui, plus personne ne s'en rend compte ». Il y a un discours politique assez fort depuis une quinzaine d'années de dépolitisation et surtout de démonétisation de la manifestation. Et donc on est confronté à des jeunes qui ont l'impression qu'on ne les entend pas, qu'on ne les écoute pas, que ça ne sert à rien ou plus beaucoup de voter, mais que ça ne sert non plus pas à grand-chose de faire des manifestations. Et donc ils se posent la question de comment agir. Voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'ils vont tous basculer dans une radicalité politique, mais en tout cas il y a ce vrai sentiment, et ça chez tous les jeunes qu'on a rencontrés, de on n'est pas écouté. Voilà. Et donc comment agir? Voilà. Comment agir assez fondamentalement. Je finis juste et après je te donne la parole. Encore 5 minutes? Parfait alors. Effectivement, cette question de ne pas être entendu, elle passe aussi par des formes de politisation assez diverses. Il y a un terme que j'ai peut-être pas assez défini, c'est le terme de socialisation politique. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la socialisation, mais il y a une dimension assez spécifique de la socialisation qui est la socialisation politique, c'est-à-dire à la fois l'expression, je l'ai dit, politique légitime, comment on vote, est-ce qu'on connaît les différents partis, est-ce qu'on se positionne plutôt à gauche ou à droite, mais en fait, la socialisation politique, c'est pas uniquement la connaissance des responsables politiques, des politiques légitimes, etc. C'est aussi, en fait, la construction d'un rapport politique au monde général, c'est-à-dire comment je me représente la question aussi collective, la question climatique en particulier, et qui ne va pas passer uniquement par le fait d'aller voter, je l'ai dit. Bon. Et pour autant, ces jeunes, il faut peut-être le dire, sont sommés aujourd'hui de s'engager. Il y a pas très longtemps, il y a quelques jours, le Premier ministre Michel Barnier qui dit voilà, il faut engagez-vous pour le climat, engagez-vous contre la pauvreté, engagez-vous en s'adressant aux jeunesses. Et contre la précarité, effectivement. Et il invite aussi les plus anciens à participer au mouvement de jeunesse, bon voilà, à défendre la patrie aussi. Bon, donc il y a une espèce de discours aussi politique, justement de père de la jeunesse et qui est contrebalancé par une volonté, quand même de la discipliner. J'ai parlé de Michel Barnier, mais il faut aussi parler du ministre de l'Intérieur actuel, qui considère que la jeunesse est indisciplinée, décivilisée. Ça, c'était aussi notre président qui l'avait dit. Et donc, il faut réorienter l'engagement des plus jeunes vers des formes légitimes de l'engagement citoyen, en particulier au lycée, le SNU, Service National Universel. Donc là, militarisation de la jeunesse, disciplinarisation des corps, puisqu'on est quand même dans les rencontres de Michel Foucault. Donc là, on retrouve ça, on revient à ces questions. Bon, pour autant, nos jeunes, certains ont fait des services civiques, par exemple, et ont été un peu déçus de ce qu'ils pouvaient y vivre, considérer que ça, ils n'ont pas réussi à trouver un épanouissement dans leur engagement, trouver des limites à ce qu'ils pouvaient faire. Et donc, ils se sont rendus à Sainte-Soline, souvent pour des raisons assez convaincus de la raison pour lesquelles ils y étaient. Pour des raisons assez différenciées, il faut quand même que je le dise, c'est que
On a parmi nos témoins, parce qu'on ne parle pas vraiment d'enquêter, c'est pas vraiment une enquête sociologique, on le rappelle, c'est plus un livre de témoignages avec un prisme sociologique pour comprendre les témoignages qu'on a recueillis. Mais notamment parmi nos témoins, on a une maraîchère, une jeune maraîchère qui a dû arrêter son exploitation à cause de la sécheresse, à cause des sécheresses répétées. Donc elle est particulièrement au fait des questions d'accaparement de l'eau, de redistribution de la ressource aquatique sur des questions de maraîchage. On a aussi une fille qui est fille d'agriculteurs conventionnels et qui est donc en rupture avec l'héritage familial, ce qui a des effets en termes d'affect, en termes psychologiques. On a aussi un fils de gendarme et une belle-fille de gendarme, donc aussi sur ces questions de rapport à la police, de rapport à l'ordre étatique. Voilà, les jeunes qu'on a rencontrés sont travaillés par ces questions-là. Et on a des jeunes aussi qui ont déjà une socialisation politique plus institutionnalisée, en participant à des partis politiques, je pense notamment à Europe Écologie Les Verts, ou à des formes d'engagement écologique plus orientées vers la désobéissance civile, Extinction Rebellion. Ils ont participé souvent aux marches climat, et ils ont vraiment ce sentiment, j'y reviens, que malgré la multiplicité de leurs formes d'engagement, ils sont toujours pas entendus. Voilà. Et donc, il y a une forme un peu de désespérance, mais qui est en même temps contrebalancée, et ça, je finirai juste sur ça, par un point commun à tous nos enquêtés, ou nos témoins, je parle, lapsus revient, d'une forme de détermination. Malgré ce qu'ils ont vécu à Sainte-Soline, malgré ce qu'ils ont vécu auparavant, ils et elles restent déterminés à se battre pour leur avenir, et le nôtre. Alors pour poursuivre un petit peu derrière un petit peu cette question des jeunesses, vous l'avez compris, et de cette diversité dont on a cherché à rendre compte dans l'ouvrage, c'était aussi un moyen, et ce qu'on voit en filigrane, qui n'est pas nécessairement explicité, mais qu'aujourd'hui on va prendre un peu le temps d'expliciter pour répondre à un peu la demande de ces rencontres Michel Foucault sur ce titre « Mutation, une nouvelle forme d'engagement ». C'est qu'est-ce qu'on peut, à travers ces différents matériaux, entretiens que nous avons recueillis autour de cette mobilisation anti-bassine, qu'est-ce qu'on peut dire de ces mutations, de ces nouvelles formes d'engagement ? Peut-être en premier lieu, évidemment, rappeler que ce qu'on appelle nouveau implique bien souvent une cécité ou une méconnaissance ou une invisibilisation de l'histoire. Et en l'occurrence ici, il faut rappeler que les mobilisations écologistes actuelles s'inscrivent dans des filiations avec des luttes plus anciennes. Qu'on songe à la fois au répertoire d'action ouvrier, qui va de la grève à la manifestation, au sabotage, en passant par l'occupation, le blocage, mais qu'on pense aussi, et peut-être aussi, et surtout ici, aux luttes antinucléaires ou antimilitaristes des années 70, au plateau du Larzac, ou au camp de Greenham Common, en Grande-Bretagne, pour ne citer qu'un exemple international, occidental. Qu'on pense aussi aux faucheurs volontaires d'OGM du début des années 2000, qu'on pense également évidemment à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, à l'opposition au barrage de Sivins ou à l'opposition à l'enfouissement des déchets nucléaires. Encore une fois, pour ne citer que des exemples les plus connus de ces luttes écologiques. Donc déjà, il y a toute une histoire de ces mobilisations qui sont en fait anciennes, et donc et qu'il est important de rappeler pour montrer en fait des processus de filiation, d'héritage, de transmission intergénérationnelle et de recomposition. D'invention, où on pense avec des choses qu'on nous a transmises, mais on pense aussi contre, et on essaie de faire autrement. Et c'est peut-être par ce rappel qu'on peut déjà donner quelques éléments de ce qui caractérise les mobilisations contre les mégabassines, d'après ce qu'on a pu analyser. D'abord, une première caractéristique, c'est le fait d'articuler la question sociale et l'écologie. C'est-à-dire par l'enjeu, la mise en évidence
des luttes sociales qui traversent les conflits autour des ressources naturelles. Pour le dire un peu clairement, un peu vite, là, c'est au fond, dans ce conflit autour de l'eau, ce qui se joue, ce n'est pas seulement une question écologique, de préservation de l'eau, c'est aussi la question des rapports de force entre des gros exploitants capitalistes et des paysans, pour le dire, d'accaparement de terres, d'accaparement de ressources. À ces deux causes historiques, donc sociales et écologistes, on peut en ajouter d'autres qui sont particulièrement défendus par les jeunes générations qui possèdent un fort capital culturel. C'est peut-être aussi une caractéristique, même si on a parlé de diversité, de profils dans les jeunes qu'on a pu rencontrer. Les enquêtes, alors il n'y a pas d'enquête par questionnaire, il n'y a pas d'enquête par statistique, donc c'est toujours difficile d'avoir des éléments tangibles, fiables, objectifs, des profils des militants. En tout cas, il n'y en a pas à ce jour, mais on peut se référer à quelques enquêtes qui ont eu lieu, notamment sur les jeunes impliqués dans les mouvements, dans les marches climat, qui sont plutôt en fait la fraction diplômée, issus plutôt des classes moyennes, intermédiaires ou supérieures de l'espace social. Et donc, ce qu'on voit dans les causes historiques, sociales, écologiques qui sont défendues aujourd'hui dans le mouvement anti-bassine, on voit qu'elles s'agrègent avec d'autres causes, c'est-à-dire que l'engagement des jeunes aujourd'hui, particulièrement dans ce mouvement, cet engagement, il lutte pour plusieurs causes en même temps qui sont pensées comme connectées, en se revendiquant à la fois féministe, antiraciste ou anticolonial, anticapitaliste, écologiste et antivalidiste. Et donc c'est cette logique intersectionnelle qui pense l'ensemble des rapports sociaux comme consubstantiels, comme inséparables les uns des autres, qui aujourd'hui est particulièrement remarquable et qui aujourd'hui aussi fait l'objet particulièrement d'attaques très virulentes de la part de réactionnaires conservateurs. L'intersectionnalité, le mouvement anticolonial, le mouvement antiraciste, les mouvements féministes font l'objet d'attaques extrêmement virulentes. Voilà. Et donc, sur ce point, sur cette approche en termes d'intersectionnalité des rapports sociaux, mais donc des luttes pour l'émancipation, on peut souligner l'influence centrale et déterminante des mouvements féministes qui eux aussi ont une longue histoire, qui ne surgissent pas de nulle part, mais qui, à la faveur de ce qui a pu être appelé la 4e vague féministe dans les années 2010, qui est née dans les années 2010, dont on est encore dans le prolongement, et qui englobe par exemple le mouvement MeToo. Cette 4e vague, les mouvements féministes et cette 4e vague du féminisme, elle a particulièrement marqué la socialisation des jeunes générations, en particulier des jeunes femmes, qui sont très présentes dans les mobilisations anti-méga-bassines et qui a trouvé en fait cette culture de la 4e vague féministe qui s'est aussi diffusée par les réseaux sociaux, mais aussi par une abondante offre éditoriale qui s'est développée ces dernières années. Donc ça, c'est un premier aspect, c'est l'articulation de différentes questions et de différentes luttes au sein d'une même lutte. Une deuxième caractéristique, c'est que on peut noter une coordination de formes classiques, de formes d'action assez classiques, issues de, on pourrait dire, la social-démocratie, ou en tout cas des mécanismes institutionnels de représentation, de représentativité, qu'elles soient partisanes ou syndicales. Et puis, cette coordination de ces formes d'action classiques avec des formes d'action plus qualifiées de radicales. Et là, il faut bien souligner que avant les manifs, et en particulier avant la manif du 25 mars 2023, à Sainte-Soline, les opposants et opposantes aux méga-bassines ont tenté d'abord toutes les voies de contestation jugées légitimes, le dialogue dans les instances de l'eau, les recours juridiques, les manifestations. Et en fait, ce n'est que petit à petit,
à force de ne pas être entendu, de ne pas d'avoir voilà, des recours qui tardent, qui sont repoussés, qui prennent du temps, de ne pas avoir d'écoute favorable, qu'ils ont finalement élaboré des modes de mobilisation plus subversifs et plus directs. Mais ce qu'il faut noter ici, c'est bien, dans cette mobilisation, la coexistence de répertoires d'action différents, hein, ce que parfois on appelle, d'un point de vue de stratégie politique, la diversité des tactiques, et qui, en quelque sorte, a l'avantage de rassembler des militants, des manifestants et manifestantes, des militants d'horizons divers, avec des stratégies et des dispositions sociales à l'action très diverses. Sur ce point, on peut noter aussi que les mobilisations sont, et ça a été le cas à Sainte-Soline, sont organisées et soutenues à la fois par des organisations syndicales, par des partis politiques, des associations environnementales et par des collectifs moins institutionnels, moins formels. C'est le cas de Bassine Non Merci, qui est un collectif, c'est le cas des Soulèvements de la Terre. Donc c'est ça, un agrégat de collectifs aux contours plus flous, ce qu'on appelle parfois en sciences politiques un mouvement gazeux, et qui a l'avantage aussi, on l'a vu l'année dernière, ou cette année même, de ne pas pouvoir être dissous, puisqu'il n'existe pas institutionnellement. Mais c'est aussi des collectifs qui s'ils sont collectifs et pas syndicats ou pas politiques, c'est aussi parce qu'ils sont dans une critique de l'organisation verticale ou qu'ils cherchent à dépasser des logiques bureaucratiques. Et donc on voit aussi là en fait des nouvelles manières de faire qui viennent en réaction à des modes d'action plus anciens et qui ne conviennent pas, ou en tout cas qui sont jugés voilà, avec des avantages, mais aussi avec des obstacles en termes d'organisation. Alors je le disais, et puis je ne vais pas trop m'étendre, mais ça permet effectivement d'attirer des personnes de divers horizons militants. Et on peut dire aussi, un dernier point peut-être, avant de passer à un temps d'échange, c'est de dire que un dernier aspect à souligner, ou en tout cas un autre, c'est sans doute pas le dernier, mais ça sera le dernier pour maintenant, c'est le souci très fort de la part des militants et militantes d'un engagement qui est pensé comme une responsabilité envers soi-même et envers le collectif dans lequel on est intégré ou dans lequel on s'implique. Et des militants qui cherchent à mettre en cohérence leurs valeurs et leurs pratiques, qui cherchent à mettre en cohérence au quotidien leurs idées et leurs pensées, leurs idées et leurs comportements, que ce soit au quotidien ou au cœur de l'organisation et de la logistique militante. Et ce qui est assez frappant aussi dans ces mobilisations, c'est justement d'observer le travail militant en train de se faire. Il se trouve que à l'occasion de ces mobilisations dont on parle, que ce soit celle de Méga-Bassine, mais c'est aussi valable pour des mobilisations contre la 69 ou d'autres mobilisations de ce type, elles sont souvent sur plusieurs jours, elles sont excentrées par rapport à la vie urbaine, aux lieux d'habitation, au commerce. Et elle réclame de ce fait de prendre en charge le travail de subsistance des manifestants et des manifestantes. C'est-à-dire qu'il faut assurer leur hébergement, il faut assurer leur nourriture, leur repas, le fait de les soigner. Et ça nécessite du coup une logistique particulièrement importante qui est quand même louée à chaque événement, qui fait l'objet pour bien souvent d'une forte admiration de la part de gens un peu extérieurs et qui viennent voir ces moments-là. C'est-à-dire une installation de campement avec des lieux de rassemblement, avec des lieux pour dormir, avec des lieux de formation militante, avec des lieux de concert aussi, où il y a une dimension festive de la mobilisation, enfin on peut dire plein de choses, qui est très importante.
mais aussi avec une cantine, une garderie, une infirmerie. Et donc là, il y a vraiment... On peut continuer ces exemples. Il y a vraiment quelque chose de très fort dans cette idée d'articuler la pensée politique et de la mettre en traduction dans les pratiques avec un travail militant qui va être attentif à la répartition de ce travail-là, et notamment essayer de ne pas reproduire les divisions sexuelles du travail, les divisions raciales du travail, les divisions sociales du travail, hiérarchisées, hein, mais c'est aussi de valoriser ce qui est d'habitude considéré comme une corvée, hein, la cantine, nourrir, s'occuper des toilettes sèches, c'est de la corvée, et là donc d'essayer d'inverser ces représentations en valorisant ces tâches-là, en montrant de quelle manière elles sont indispensables aux mobilisations, et de quelle manière, si elles n'étaient pas là, les mobilisations ne pourraient pas avoir lieu. Et donc il y a une sorte comme ça d'inversion de ce qui d'habitude, et donc c'est aussi pour ça que l'importance que j'évoquais tout à l'heure du mouvement féministe, c'est-à-dire qu'il y a une inversion de la hiérarchie traditionnelle entre le travail reproductif et le travail productif, si cette référence marxiste vous parle, du travail reproductif qui est celui qui a été assigné aux femmes et du travail productif qui est assigné aux hommes, et où là, le travail reproductif de permettre la reproduction de la force du militantisme, du travail militant, est valorisé, visibilisé. En tout cas, c'est dans les intentions, et il y a là quelque chose d'assez nouveau, en tout cas assez fort pour être remarqué et noté aujourd'hui dans ce qui peut faire la nouveauté ou quelque chose qui, encore une fois, a une histoire, ne vient pas de nulle part, mais est particulièrement remarquable. Et puis je m'arrête là parce que je pense qu'il est temps, nous avons un petit moment. Voilà quelques éléments, en tout cas, d'analyse parmi d'autres de ce qui se dessine et se diffuse aujourd'hui dans les mobilisations. Merci. Une première question, peut-être pour commencer. Merci pour toutes vos analyses et la manière dont vous parlez de ces mouvements. J'ai pas 20 ans, mais j'habite à Saint-Sauvent, dans un petit hameau qui, pendant l'été, a eu le plaisir, pendant toute une matinée, d'être fermé par 3 fourgons de CRS. Il y a 12 habitants dans ce petit hameau, mais voilà, nous sommes à 3 km de la nouvelle bassine. Ma question porterait sur les relations qu'ont ces mobilisations avec les habitants de ce coin-là, qu'ils soient opposés aux bassines ou pas, et avec aussi les politiques locaux. Je sais que j'ai cru comprendre que, par exemple, le maire de Melle vous accueille ces mobilisations. Et comment aussi s'organise l'information à ce sujet. Pour ma part, j'ai appris qu'il y avait la manif demain, aujourd'hui, parce que je me suis abonné au courrier des soulèvements de la Terre, mais je pense que beaucoup d'autres habitants de Saint-Sauvent ne savent pas ce qu'il en est. Voilà. Alors, est-ce qu'on répond maintenant ou est-ce qu'on peut répondre maintenant? Oui, ok, on va répondre maintenant. J'encourage, comme par ailleurs, et puis mes chères consoeurs et mes sœurs femmes à prendre la parole également et à poser des questions. Je vous remercie beaucoup. Alors, tu veux répondre? C'était là-dessus. Alors, sur les relations de ces mouvements avec les habitants. Alors, on va tenter de répondre d'après les éléments qu'on peut avoir de différents récits, de différentes observations, sans avoir fait d'enquête, même si c'est une question aussi qui nous intéresse fortement. Et c'était
notamment une des pistes qu'on avait pour peut-être un peu poursuivre le travail, parce que cette question nous semble tout à fait cruciale. Du côté de Mel, puisque voilà, il y a quand même c'est Mel qui a accueilli ce qui s'appelait alors la base arrière de la manifestation de Sainte-Soline, que des militantes ont proposé d'appeler plutôt la base socle, justement dans ce que je vous disais de valoriser ce qui n'était pas non pas la base arrière, mais valoriser pardon, le travail logistique de cantine et de soins aux militants. Donc, au moment de Sainte-Soline, c'est la ville de Mel et donc son maire son maire et son conseil municipal qui a proposé, accepté d'être le lieu d'accueil de la base socle de la manifestation de Sainte-Soline. Donc, effectivement, il y a un engagement, y compris personnel en fait, c'est-à-dire personnel au sens de la responsabilité en tant qu'élu, y compris de la responsabilité juridique en tant qu'élu, d'accueillir une manifestation et d'accueillir une manifestation à Sainte-Soline, mais cet été aussi du village de l'Eau, puisque là aussi c'est la mairie de Mel et donc son maire en tant que responsable en premier lieu qui a donné cet accord et a facilité l'installation du village de l'Eau. Ce qui lui vaut aujourd'hui d'être qui lui vaut d'être, comment on appelle ça, une plainte a été déposée contre lui par la coordination rurale et la FNSEA pour harcèlement moral. Bon, on en rigole, mais ce dont on n'a pas parlé et dont on pourrait parler, c'est aussi une répression qui passe par des moyens judiciaires, et par aussi et qui vient de tout lieu. À la fois, on a parlé là un peu de la violence policière, mais elle vient aussi de représentants du monde agricole, et j'ai cité la FNSEA et la coordination rurale, qui sont particulièrement véhéments à l'égard, pour employer un terme policé, à l'égard des militants anti-bassines et qui subissent, en tout cas au niveau local, beaucoup pour le coup de harcèlement, de menaces, de déversement d'ordures ou de purin devant leur maison, de pneus crevés, etc., etc. Donc il y a un rapport de force, qui est un élément, une manière de répondre à votre question. Autour de Mel, oui, il y a des tensions. Que ce conflit, que cette situation avive, des tensions, on va dire rapidement, entre les pros et les anti, mais aussi des incertitudes ou des difficultés à pouvoir se positionner pour de nombreuses personnes, parce qu'on est pris dans des réseaux d'interconnaissance, de sociabilité, qu'on ne va peut-être pas se fâcher avec son cousin qui a l'exploitation à côté, même si on a un ami qui peut être à la Confédération paysanne. Vous voyez, c'est tout un réseau d'interconnaissance qui, des fois, empêche même la possibilité d'avoir une opinion. Voilà. Et pour le dire autrement aussi, donc pour prendre l'exemple du village de l'Eau, il y a eu beaucoup de bénévoles du village de l'Eau cet été qui venaient de Mel et des alentours, et tout un système aussi d'hébergement de personnes. Donc voilà, c'est assez clivé en fait. Bon, peut-être que ça suffit. Et peut-être juste sur le pratique d'information, alors c'est peut-être, je ne sais pas si c'est l'avantage, mais justement de ces mouvements gazeux, de répertoires militants différenciés, d'histoires militantes aussi différenciées, et donc des médias ou des médiums qui vont être là aussi différenciés. Certains vont plus utiliser Telegram et autres, etc., quand d'autres vont plus passer par le médium papier ou des réunions collectives, des réunions publiques. Vendredi, on était encore avec un collectif, le collectif des Coquelicots à Châtellerault, qui a d'autres pratiques militantes. Et donc, c'est l'utilité, je pense, de ce genre de mouvement gazeux aussi dans la pratique informationnelle et dans la diffusion de la communication. Oui, bonjour, je me permets je suis là. Je me permets
d'apporter aussi un complément qui ne concerne pas le moment, enfin en tout cas qui concerne en partie le moment de Sainte-Soline, mais depuis du coup les cantines, donc plutôt les différents collectifs de cantines qui se sont organisés pour nourrir les luttes au cours de ces dernières années au sein des mouvements des méga-bassines. Je repense à un moment donné à la séquence qui a été appelée Printemps maraîchin à La Roche-Sénart, et à ce moment-là, l'école, il y a eu une visite un petit peu de tiens, comment est-ce que ça se passe. Depuis la cantine, on s'est mis en lien avec des personnes, des habitants du village, des personnes qui travaillaient aussi dans l'école. Et donc les enfants sont passés nous voir comment est-ce qu'on était en train de couper les légumes. Voilà, ils ont pu poser des questions. Par la suite, il y a aussi eu du porte-à-porte dans ce petit village qui est La Roche-Sénart. Voilà, vous avez également parlé des réunions collectives, des réunions publiques, qui sont aussi une forme en fait d'information pour les habitants. Mais ça me semblait aussi important, d'autant plus dans la dimension féministe que tu as pu évoquer, que ces liens-là ont été faits. Il y a eu aussi une fanfare devant l'EHPAD. Voilà, donc c'est des manières aussi un peu, où ça demande un peu de créativité pour se dire, tiens, comment est-ce qu'on défait tout le rapport de ce à quoi on est assigné en tant que militant, jeune, radical, qui va venir tout casser, parce que c'est ça, l'image qui est faite. Sauf que, sur place, il y a un four à bois, il y a des gens qui dansent, qui cuisinent, et qui luttent, et en effet, qui ont une certaine détermination, mais aussi à partager ces moments-là. Voilà, je me suis permise. Merci. Si je peux réagir à ton témoignage, effectivement, moi, il me semble, de toutes les observations, les récits qu'on a pu faire, que c'est ça aussi que je voulais dire quand il y a cette idée de l'articulation de la pensée et du faire, c'est-à-dire qu'il y a l'idée de faire ensemble, et de faire ensemble, ça va aussi de couper des légumes pour préparer le repas. Et en fait, la cantine, et donc toutes ces cantines-là, et il y a aujourd'hui en France un réseau d'intercantines militantes qui s'est beaucoup développé ces dernières années, et qui vient du coup proposer de nourrir, alors avec des choses assez formidables, y compris, t'évoquais les fours à pain, voilà, des boulangers, de la même manière, des boulangers militants qui, avec des fours mobiles, viennent faire du pain, et beaucoup de pain, et plusieurs tonnes de pain. Il y a cette idée que la cantine peut être une sorte de porte d'accès, de porte d'entrée vers le militantisme. Au fond, on se dit, tiens, c'est une cause qui me... Voilà, plein de gens qui disent, c'est une cause à laquelle je suis sensible. J'aimerais bien aider, mais je ne sais pas trop comment. Mais en fait, parfois, il suffit juste de se rendre. Voilà, c'était aussi visible peut-être pour ceux ou celles peut-être qui avaient vu passer le convoi du vélo, qui avaient peut-être participé à l'élaboration du camp à Migny-aux-Anses, ou pas très loin d'ici, à différents points du convoi à vélo de l'été 2023. C'est simplement se rendre et de voir qu'en fait, ensemble, et monter un campement, ensemble, on va découper des légumes autour d'une table, et à ce moment-là, en fait, on crée du lien, on crée de la sociabilité, on s'intéresse aux uns aux autres, on discute politique ou pas, et que petit à petit, en fait, en faisant, ensuite, à partir de là, on va dire, je vais aller voir telle conférence ou participer à tel atelier qui est proposé. Il y a aussi un grand souci de former les militants de différentes manières, et donc petit à petit, comme ça, entrer et contribuer avec ses moyens, chacun selon ses moyens, dirait Marx encore, décidément, chacun selon ses moyens, chacun selon ses besoins, chacun à ses moyens peut trouver une place dans cette mobilisation, en fait, qui précisément mélange du faire et du dire. Et ce qu'on observe aussi, c'est que ça a tendance, alors sans irénisme et
sans naïveté, mais ça a tendance quand même à conforter chez la plupart des militants et des militantes d'être du bon côté de l'histoire. Pas uniquement pour des raisons politiques de lutte contre le climat, mais aussi justement par ces affects collectifs qui sont construits dans ce genre de moments, de pratiques, voilà, de préparation de repas, d'échanges, etc. Et qui rompt avec ce que tu disais tout à l'heure, l'image médiatique d'éco-terroristes, de violents, etc. Et donc de vivre, et c'était particulièrement le cas pour les jeunes qu'on a rencontrés, ce décalage-là renforce l'idée déjà d'un mensonge, ça c'est une chose, hein, d'un mensonge des responsables politiques et des responsables médiatiques dominants et autres, mais aussi voilà vraiment cette croyance dans le fait d'être du bon côté de l'histoire. Et ça a été documenté dans la littérature en sciences politiques, notamment sur mai 68. Ça a un effet fort de mobilisation. Hein. Ça peut paraître bête, mais quand même avoir cette dimension aussi d'être dans une cause plus grande que soi. Alors avec tous les travers, je pense, en termes de stratégie politique, il faut. Bon, je vais pas rentrer dans ces détails-là, mais c'est quand même important. Voilà. Et ça mobilise, c'est sûr, ça mobilise. Bon. Et donc ça, je pense qu'il faut l'avoir en tête. Alors, on va prendre une toute dernière, deux toutes dernières questions avec des réponses ultra rapides, s'il vous plaît. Merci. Alors, j'avais d'abord une suggestion. J'ai assisté à pas mal de ces conférences, tables rondes, dialogues sur l'engagement, et je n'ai pas entendu citer le nom de Paul Watson. Et puisqu'on parle d'eau, je trouverais judicieux que le festival Rencontre Michel Foucault soutiennent officiellement, en conclusion de ces rencontres 2024 sur l'engagement, conclues par un soutien à Paul Watson officiel, public. Ma question, elle est culturelle, puisqu'on est dans un lieu de culture qui nous accueille. Sur le titre, comment vous avez choisi avoir 20 ans à Sainte-Soline ? Parce que moi, j'aime bien les clins d'œil culturels. Donc là, j'imagine que c'est avoir 20 ans dans les Aurès, de René Vauthier de 1972. Donc j'aimerais savoir comment vous en êtes arrivé à rendre hommage à René Vauthier. Merci. Oui, ici, oui. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Je participe à un collectif qui s'appelle le collectif Nourrir. J'ai d'ailleurs écrit quelques lignes et quelques pages dans ce livre « Avoir 20 ans à Sainte-Soline ». Moi, je suis de l'âge de ceux qui ont vécu avoir 20 ans dans les Aurès. Donc, je trouve ça bien, moi, que l'écriture et la sociologie puissent défricher des terrains politiques et le fait de pouvoir engager des négociations politiques pour sortir des conflits. Donc je reste, ma volonté est vraiment que la paix de l'eau puisse arriver dans le Poitou. C'est vraiment mon engagement et l'engagement de toute une vie. Il se trouve que je travaille dans le monde agricole. Il se trouve aussi que lorsque je protège ou j'emmène les tracteurs là-bas à Sainte-Soline, avec mes camarades de la Confédération paysanne, c'est vrai que je considère que le partage de l'eau, c'est une réalité. Et moi, dans la filière agricole, les filières agricoles dans lesquelles je travaille, aujourd'hui, les réponses, c'est non, il n'y a pas d'eau. On ne peut pas vous laisser d'eau. La négociation est en cours et jusqu'à fin 2026, l'OUGC, l'organisme unique de gestion collective, est en train d'essayer de négocier les droits acquis des volumes prélevables et prélevés par certains irrigants. Aujourd'hui, nous aimerions aboutir à des résultats. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent s'installer en maraîchage et en production alimentaire locale. Je vous garantis que si nous avions plus de paysans et si nous avions un accompagnement politique intelligent qui permette l'installation et soutienne vraiment les reconversions agricoles, eh bien nous avancerions dans cette histoire-là. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et donc, les débats sont très vifs dans le monde agricole pour que nous puissions refaire bocage, nous puissions résister au déferlement et nous puissions nous adapter aux aléas climatiques. Voilà, c'est une histoire collective, c'est une histoire politique. Merci beaucoup pour votre travail et voilà, il faut vraiment que nous trouvions la voie de la paix de l'eau. Merci.
Ça va être difficile, mais en 2 mots. Oui, en 2 mots. En 2 mots, on ne sait pas faire, mais on va prendre 2 minutes. On a le timer là. Alors, oui, pour Paul Watson, mais là, moi, je ne suis pas responsable des rencontres, mais profitons-en pour soutenir tous les réprimés juridiques et judiciaires des mouvements écologistes, parce que c'est le rapporteur des défenseurs de l'environnement de l'ONU qui disait qu'il y a un gros sujet d'inquiétude, c'est la criminalisation des mouvements écologistes en Europe, en particulier en Grande-Bretagne, en France et en Allemagne, et que c'est un sujet qui est extrêmement préoccupant, dont Sainte-Soline est un exemple malheureux, oui, à minima. Alors, Avoir 20 ans dans les Aurès, c'est ce film de René Vauthier, effectivement, de 72, qui parle de ces appelés bretons en Algérie. On a cherché à garder raison, c'est-à-dire que oui, avoir 20 ans à Sainte-Soline, c'est pas tout à fait comme avoir 20 ans dans les Aurès, mais il nous semblait qu'il y avait quelques résonances qui étaient peut-être intéressantes à souligner, que ce soit la paix de l'eau pour le coup, mais là à l'inverse, la guerre de l'eau. Le vocabulaire de la guerre de l'eau, les récits qui parlent d'un champ de bataille, les récits qui parlent la bassine comme une forteresse assiégée, mais plus matériellement le recours à des moyens répressifs qui sont classés comme des armes de guerre. Il nous semblait aussi que, au fond, à la lutte de décolonisation de l'Algérie pouvait répondre aussi un refus aujourd'hui similaire d'accaparement des terres certes plus proches de nous, mais aussi des terres et de ses ressources naturelles, et que ce refus d'accaparement pouvait renvoyer aux luttes décoloniales. Et puis, aussi ces jeunes appelés qui ont été endoctrinés, mais qui en fait, cette insoumission aussi, ou ce désir d'insoumission de la jeunesse face à la guerre d'Algérie, cette désertion, fait aussi appel à des aspirations de la jeunesse aujourd'hui pour résister au capitalisme, pour trouver des voies d'émancipation en dehors des sentiers battus. Il nous semblait qu'il y avait tout ça qui était un peu présent. Bien sûr, l'expérience de la répression, l'expérience de la blessure, voire de la mort, qui n'est pas passée très loin à Sainte-Soline. Il nous semblait que tout ça pouvait en fait faire résonance, même si, pour l'instant, la guerre de l'eau n'est pas la guerre d'Algérie, mais il y a quand même un peu des similitudes sur certains aspects. J'ai pas fait 2 mots. Moi, je fais juste 2 mots. S'il vous plaît. Je suis d'accord, tout ce qu'a dit Hélène, évidemment. Et l'écho, c'est aussi quand même une jeunesse confisquée, parce que on parle justement souvent d'anxiété, d'éco-anxiété, mais l'anxiété, c'est pas juste une faiblesse ou je sais pas, où il faudrait juste de la résilience pour passer outre. C'est parce qu'il y a bien un avenir qui est confisqué. Et il y a une jeunesse qui doit se mobiliser, mais pas qu'une jeunesse, on l'a déjà dit, mais notre avenir est confisqué, et je pense que ça, il faut pas l'oublier, il faut lutter contre ça. Mais ce qui fait qu'on peut pas profiter de nos vies comme on aimerait le faire. On perd beaucoup d'énergie, on doit mettre beaucoup d'énergie, et c'est une énergie qu'on met pas à faire autre chose, et notamment à vivre sa jeunesse pour certains. Voilà. Merci beaucoup. Désolée, nous devons libérer l'espace pour accueillir... Merci. Merci à vous, merci. Et on vous réinvitera plus longuement une prochaine fois. Merci.